On dit souvent, et c'est paradoxal, qu'il est plus facile pour des entreprises québécoises de faire affaire du côté américain qu'à travers même le Canada. Vrai ou pas vrai? Bien, ça l'est de moins en moins maintenant qu'existe ici un nouvel accord de libre-échange à travers le Canada. Madame Marie-André Marquis, de la Direction générale de la politique commerciale au ministère de l'Économie et de l'Innovation au Québec, en a été la négociatrice en chef pour le Québec et elle nous en présente les grandes lignes dans un instant à Télécorex. Alors, bonjour, Madame Marquis. Bonjour, M. Vizina. Et bienvenue à cette édition spéciale de Télécorex sur le commerce intérieur, le commerce canadien. Et on va commencer par le début. On va parler de l'ALEC. Ça, c'est un accord de libre-échange qui a l'air d'être au moins en fonction, ce n'est pas le cas pour tous, l'accord de libre-échange canadien. C'est bien ça? Exactement. Alors, pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit dans les faits? Oui, absolument. Donc, l'ALEC, c'est un accord qui est signé entre tous les gouvernements au Canada. Tous les 10 provinces, les 3 territoires, le gouvernement fédéral sont signataires. Ils ont tous le même statut, mais pas une partie qui a un statut privilégié par rapport à l'autre. Et ils ont tous signé cet accord en avril 2017 et l'accord est entré en vigueur quelques mois plus tard, le 1er juillet 2017. Essentiellement, c'est un contrat que les provinces, le gouvernement fédéral et les territoires ont signé entre eux pour s'assurer que le commerce au Canada se fait de façon le plus fluide possible. Est-ce qu'on peut vous poser la question étonnante? Comment se fait-il que dans un pays et une fédération, une confédération, on ait besoin d'un accord pour faciliter le commerce à l'intérieur des frontières? C'est une bonne question, mais en fait, la réponse est dans votre question. La réponse courte, c'est parce que le Canada est une fédération. Qui dit fédération dit partage des compétences. Partage des compétences dit exercice de nos compétences. Donc, législation, réglementation. À l'intérieur de chaque province. Exactement, et réglementation qui répond aux priorités et aux intérêts propres à chaque province ou à chaque gouvernement. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un peu une courte pointe, parfois, de réglementation qui, bien qu'elle n'ait pas pour premier objectif de nuire au commerce, elles peuvent avoir comme effet collatéral de nuire au commerce. Parce que ce n'est pas vraiment du protectionnisme, mais vous l'avez dit, ce sont des réglementations qui peuvent être différentes. Alors, qu'est-ce que cet accord, ce nouvel accord, puisqu'il est en fonction depuis peu, apporte de plus à l'économie canadienne? Il apporte, en fait, il est venu remplacer un accord qui était en vigueur depuis 1995, qui s'appelait l'accord sur le commerce intérieur. Et cet accord-là c'est déjà une très bonne base qui assurait la fluidité du commerce au Canada. Et par contre, il était devenu un peu désuet. Il y avait plus de 20 ans, il avait été signé presque au même moment que l'ALENA, quelques années après. Et on s'était fait rattraper sur le plan domestique par les accords internationaux au niveau si on veut, de l'ambition des engagements, des obligations qui étaient prises et des règles applicables. Alors, un des premiers objectifs de l'ALEC, c'était de se mettre à niveau par rapport aux engagements qui ont été pris par le Canada à l'égard des partenaires étrangers. Donc, par exemple, en matière de marché public, il faut s'assurer que s'il y a des marchés publics qui sont ouverts aux fournisseurs étrangers, mais qu'ils soient au moins aussi ouverts aux fournisseurs ontariens. Ce serait comme logique. Ce serait comme logique. Donc, c'était le premier objectif et c'est un objectif qui a été plus qu'atteint parce que à l'intérieur de l'ALEC, les seuils au niveau desquels un marché doit être ouvert à l'ensemble des fournisseurs sont beaucoup plus bas que dans les accords internationaux, ce qui fait qu'on a un meilleur traitement qui est accordé en fait aux fournisseurs canadiens qu'aux fournisseurs étrangers. On a souvent dit que c'était par moment, et ça on entend souvent des entreprises au Québec en particulier, que c'est souvent plus facile de transiger vers les États-Unis, donc dans une perspective nord-sud, qu'à l'intérieur même du Canada, dans une perspective est-ouest. C'est un peu ça qu'on essaie de venir, j'allais dire, normaliser avec cet accord. Mais tout à fait. Et c'est une affirmation que j'entends régulièrement, mais qui a jamais, à ma connaissance, été vraiment substantifiée. Jamais démontré formellement. Jamais démontré formellement. Même que le contraire a été démontré du fait qu'il existe réellement un effet frontière. C'est plus difficile de traverser la frontière compte tenu que la monnaie est différente, compte tenu que les pratiques sont différentes, que de rester à l'intérieur du Canada. Si la perception, je ne sais pas, elle vient d'où exactement. Peut-être que, justement, vu que le fait qu'on pense que c'est un pays, ça devrait se faire tout seul, il reste qu'il y a des adaptations à faire, mais
Je prétends que c'est un mythe. Est-ce que vous avez parlé de l'ouverture des marchés. Est-ce que vous pouvez donner d'autres exemples d'obligations, d'engagements qui découlent maintenant de ce nouvel accord? Oui, oui. Merci pour ces questions-là parce que c'est important, je pense, de rendre la chose concrète. Il y a un ensemble de règles dans la LEC qui sont, de façon très générale, vraiment empruntées des accords internationaux. On retrouve l'obligation, par exemple, de laisser accès au marché pour les fournisseurs de services. On ne peut pas, comme gouvernement, imposer des restrictions comme des quotas ou des tarifs ou des choses comme ça. Ensuite, il y a des obligations en matière de mobilité de main-d'œuvre. Ça, je pense que c'est pas assez publicisé. Et ça, c'est très sensible ou délicat. Je pense notamment au marché de la construction au Québec. Là. Oui, oui. Et c'est pas parce que... en fait, la règle qui existe dans la LEC, c'est ce qu'on appelle la règle du permis sur permis. Ça signifie que dès qu'un travailleur a une licence ou un permis pour exercer son métier réglementé ou sa profession réglementée dans sa province, il doit obtenir le permis équivalent automatiquement dans la province d'accueil. Il doit aller le chercher. Il doit aller chercher. Il doit quand même aller s'inscrire, par exemple, obtenir la licence et payer, mais son permis est reconnu automatiquement. Ça, c'est une règle qui n'est pas assez connue parce qu'on dit souvent que les travailleurs n'ont pas mobilité au Canada, mais c'est faux. En vertu de la LEC, les gouvernements ont l'obligation d'offrir la mobilité. Le temps file. Pouvez-vous nous parler des bénéfices que cet accord, la LEC, apporte maintenant aux entreprises québécoises? Oui, absolument. En fait, ils sont nombreux, mais si je devais en cibler seulement quelques-uns, je dirais par exemple, c'est surtout au niveau des marchés publics, donc les contrats publics. En vertu de la LEC, les gouvernements ont fait plusieurs avancées, c'est-à-dire qu'ils ont consenti à ouvrir davantage de contrats à l'ensemble des fournisseurs canadiens. Donc, dorénavant, les fournisseurs québécois ont accès, par exemple, au marché public dans le secteur de l'énergie, ce qui n'était pas le cas avant 2017. Tous les contrats des grandes sociétés d'énergie au Canada maintenant sont accessibles aux fournisseurs québécois, du moment qu'elles satisfont un certain seuil, un certain montant. Et il y a aussi un nouveau mécanisme qui a été introduit dans la LEC, je pense qu'il est important de mentionner, qui s'appelle la table de conciliation et de coopération réglementaire. Et ça c'est quelque chose qui n'existe pas dans les accords internationaux, mais au Canada, on était rendu là. Ça vient s'adresser davantage au-delà des obstacles, parce qu'il y en a peu des réels obstacles au commerce au Canada. Au-delà des obstacles, il y a des irritants. Ça veut dire des chevauchements réglementaires ou des dédoublements réglementaires. Et ça, cette table-là, son mandat, c'est de venir s'assurer que on va aligner chaque fois que c'est possible les réglementations pour que le commerce soit le plus fluide possible. Donc, parler de conciliation, ça dit bien ce que... Oui. Par contre, il doit quand même y avoir des exceptions, des exemptions, des zones qui demeurent protégées, j'allais dire. Est-ce que vous pouvez en citer quelques-unes? Oui. En fait, ça fait l'objet de critiques lorsque la LEC a été conclue, du fait que les exceptions forment presque la moitié de l'accord. Bon. Mais c'est parce qu'on a adopté à la LEC une structure qui est vraiment nouvelle et qui est très transparente, c'est-à-dire que on s'est dit l'ensemble de l'économie va être assujetti aux règles et si on veut qu'il y ait une exclusion, il va falloir l'énumérer de façon très claire. Donc, ça oblige à faire un inventaire très précis de ce qui n'est pas couvert. Comme par exemple, l'ensemble des parties ont décidé d'exclure ce qui concerne la culture. C'est un thème qui est généralement exclu des accords de commerce. On a fait des exclusions aussi pour la mise en marché collective en matière d'agriculture. Et chaque partie ensuite avait l'opportunité d'inscrire des exceptions qui lui sont propres. Donc, qui répondent à des intérêts ou des priorités qui lui sont propres. Au Québec, par exemple, on a inscrit en exception certains contrats d'Hydro-Québec. On a inscrit en exception également tout ce qui concerne le commerce des boissons alcooliques pour maintenir le monopole de la SAQ. J'allais vous le demander parce que c'est un cas qui a fait espèce, cette histoire-là. Et d'une province à l'autre, le citoyen du Nouveau-Brunswick qui vient acheter sa bière au Québec, les Québécois qui vont acheter du vin à l'LCBO, ça demeure encore là, dans un registre à part. Exactement. La plupart des provinces, de mémoire, là, sinon toutes, ont inscrit des exceptions de façon à maintenir le monopole d'importation qu'elles ont par rapport au commerce des boissons alcooliques, parce que ça représente souvent des sources de revenus importantes. Et le monopole d'importation de la SAQ, il ne protège pas seulement le commerce interprovincial, mais il protège également contre les
Parce que si on offrait au vin de la Colombie-Britannique la possibilité d'être vendu directement aux consommateurs au Québec, mais il faudrait offrir la même chose aux vins californiens, aux vins français et tout ça. Donc, il y aurait tout un effet domino, et ce qui explique l'exception. C'est drôle parce que c'est intéressant parce que vous avez dit plutôt on protège la culture, on protège des mécanismes de gestion de l'offre, je comprends bien. Oui. Dans les faits, c'est pas si différent des fondements de même, par exemple de l'ACEUM, l'accord qu'on a négocié, mais dont la concrétisation tarde. Oui. Mais on travaille un peu sur les mêmes paramètres. Tout à fait. Oui, oui. Lorsqu'on négocie ces accords-là, on s'inspire énormément des textes des accords internationaux parce que les intérêts des provinces et du gouvernement fédéral varient. Pour bien s'y retrouver, Mme Marquis, est-ce qu'il y a une façon dont les entreprises, les entrepreneurs peuvent aller chercher davantage de détails sur ce fameux ALEC dont on parle? Absolument. Il existe un site Internet où on retrouve l'accord lui-même. On n'a qu'à googler ALEC et vous allez tomber dessus. Sinon, il y a au ministère de l'Économie, on a un lien qui amène vers toute l'information concernant l'ALEC. Et mon contact est inscrit sur le site Web et ça me fera plaisir de répondre aux questions. Vous pouvez répondre. Enfin, c'est rafraîchissant de savoir qu'on abolit des barrières ici, puis qu'on aimerait voir abolies à l'intérieur d'un pays qui existait, alors qu'on pensait en avoir aboli du côté, par exemple, de l'Amérique du Nord, puis on voit que c'est encore plus difficile de parvenir à s'entendre finalement. C'est rafraîchissant. Et Mme Marie-Andrée Marquis, merci beaucoup d'être venue chez nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir.